je suis designer et aujourd'hui je suis venu pour vous parler de design, mais pas que exactement de design. Pour me présenter, mon travail en fait de designer, c'est que je ne fais pas des chaises, je ne fais pas des voitures, je fais des logos. Je travaille pour des sociétés, pour des collectivités territoriales, dans l'industrie, dans la mode, dans le prêt-à-porter, dans la santé ou dans l'alimentaire. Bref, je fais plein de choses différentes. Est-ce que vous avez des idées un petit peu de ce que c'est le design? Certainement. Je vous pose la question. Pour vous, c'est quoi le design? Des objets? Des voitures? Souvent, quand on me parle de design, on me dit le design, c'est esthétique. Le design, c'est ergonomique. J'ai quelques exemples à vous montrer. Les voitures, par exemple, c'est esthétique. Souvent, on dit ah, regarde la forme de cette automobile. Une chaise, c'est ergonomique. On me dit ah, regarde comme c'est confortable cette chaise. Une application mobile, ça peut simplifier la vie des gens. Le design, ça simplifie la vie des gens. Ce qu'on me dit moins souvent, c'est le design, c'est aussi une méthode pour réfléchir. On appelle ça aujourd'hui le design thinking, la pensée design en français. Ça peut permettre de trouver des solutions pour vous simplifier la vie. Et ce qu'on me dit moins souvent, c'est que le design, c'est aussi éthique. Eh oui, en choisissant les chaînes de production ou les objets qui nous entourent, les matériaux de construction, en respect avec notre environnement, on peut changer nos sociétés. Mais voilà, pour les quelques fans de design qui sont dans la salle, j'ai une mauvaise nouvelle, mais j'ai aussi une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que le design ne va pas changer nos sociétés. Ouais, je suis désolé, c'est un designer qui vous le dit, donc c'est honnête. Le design ne va pas changer nos sociétés. Alors du coup, la bonne nouvelle, c'est c'est vous qui allez changer nos sociétés. Eh oui, c'est vous. Si. Vous allez changer nos sociétés en rêvant. Eh oui, en rêvant. Je vais vous expliquer mon histoire personnelle. Tout commence il y a quasiment jour pour jour, il y a 30 ans. J'avais 10 ans. Et j'ai fait ce dessin que vous voyez. Alors soyez un peu indulgents, j'avais 10 ans. Et j'arrive en 6e, et là, l'enseignante lance un sujet bateau pour des enfants de 10 ans. Dessinez votre maison. En fait, ce sujet bateau, pour moi, ça a été une vraie angoisse. Une boule au ventre. Un peu comme la boule que j'avais en coulisses avant de venir vous voir. Vous voyez ce petit truc Pourquoi? Parce que la maison de mon père, la maison de mes parents, elle ressemble à ça. Ouais. Alors aujourd'hui, vous voyez, j'ai un fils qui a le même âge que moi à l'époque, qui est rentré en 6e. Et quand je vois comme il est en pleine uniformisation, où il faut faire tout de la même façon, il faut rentrer dans le moule, il faut avoir le même cartable que son voisin, il faut avoir les mêmes baskets que son voisin. Quand j'ai dû dessiner cette maison, je me suis dit, je vais avoir une mauvaise note, on va me prendre pour un illuminé, on va me prendre pour un hurluberlu. Et qu'est-ce qu'on va penser de moi? Je vais commencer à me faire remarquer alors que je viens d'arriver au collège. Et que je peux vous dire que quand on est un bébé artiste avec des lunettes, un peu binoclard, on essaye de ne pas trop se faire remarquer. Mais voilà, l'enseignante était une originale et elle m'a mis la note de 20. Et donc j'ai dû venir au tableau pour parler de mon dessin et parler de cette maison un peu étrange avec des murs jaunes, des murs roses fluo sur des pilotis avec des hublots. J'ai dû venir, avec mes 10 ans, expliquer ça devant mes camarades. Déjà, j'ai du mal à vous en parler aujourd'hui, donc imaginez à l'époque. Est-ce que vous avez déjà ressenti, certainement, est-ce que vous avez déjà été félicité pour avoir fait quelque chose de bien dans votre vie? Ouais, certainement. À l'école, au travail, votre femme peut-être, si vous avez bien fait le ménage. Ouais. Moi, ça m'arrive jamais. Mais est-ce que vous avez déjà été félicité pour avoir fait quelque chose de différent? Sans doute moins. Ce jour-là, l'enseignante m'a mis en lumière devant toute la classe et elle m'a en fait presque orienté pour devenir designer. Devant toute la classe, à ce moment-là, elle m'a donné le droit d'être légitime pour devenir un artiste, pour devenir un créateur. Alors je dois vous avouer un truc,
C'est que, évidemment, quand on a une maison comme ça, c'est qu'on est tombé dans la potion magique quand on était petit. Mon papa est designer, mon frère est designer, mon grand-père était un artisan. Et j'ai grandi dans ce milieu créatif depuis tout petit. Donc potion magique, milieu familial, mais aussi potion magique avec une méthode éducative particulière. Je pense que j'ai eu la chance, et c'est quelque chose que j'avais envie de vous dire, j'ai eu la chance d'avoir une méthode éducative complètement différente de la vôtre. J'en suis quasiment sûr. Je vais prendre un exemple. D'après vous, c'est quoi le point commun de ces trois objets? Je vous l'ai décrit. Un pinceau, pour ceux qui ne voient pas au fond de la salle, au milieu, c'est une sorte de vieil ordinateur des années 90, avec des touches encore, avec un Photoshop qui tourne dessus, un vieux Photoshop de l'époque. Et puis le dernier document, c'est un document administratif chiant qu'on n'arrive pas à lire. C'est normal, même quand on est à côté, on n'arrive pas à le lire. C'est un extrait de cabis, c'est un document pour réaliser une société. Bon, évidemment, vous n'avez pas d'idée de point commun, c'est sûr. Si? La création? Non. Presque. Presque. En fait, pour ces trois objets, quand j'ai appris à me servir d'un pinceau, à l'âge où normalement on suit des cours avec des professeurs qui nous apprennent à faire des pleins et des déliés, qui nous apprennent à faire des gros traits, à faire des aplats, à faire des lavis, quand j'ai dû mettre les mains sur l'ordinateur la première fois de ma vie, ou plus tard quand j'ai fait une société, à chaque fois je me suis tourné vers mes parents, vers mon frère en l'occurrence pour le pinceau, et je lui ai dit « Hey bro, comment on fait pour se servir de ce truc-là » Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit « Fais comme tu veux, il n'y a pas de méthode. Fais ta méthode, ça sera parfait. » Pour l'ordinateur, même chose. Plus tard, à l'âge de 15 ans, je demande à mes parents « Comment on fait pour se servir de ce truc Photoshop? Ça marche comment ?» Et ils m'ont dit ouais, alors peut-être qu'ils n'avaient pas envie de s'ennuyer, mais avec un gamin qui posait trop de questions. Mais ils m'ont dit ouais, non, vas-y, fais comme tu veux, débrouille-toi, tu vas trouver. Et du coup, en faisant ça, ils m'ont donné envie de créer ma propre méthode, d'inventer en fait ma propre façon de créer, aussi bien avec un pinceau, en le trempant dans la peinture et en faisant du draping, un peu à la Pollock, ou en essayant de faire des gros gestes, ou avec Photoshop, d'inventer des méthodes créatives. Pour l'extrait de cabis, même chose. Quand j'ai commencé à vouloir faire une société, je n'ai pas fait une société comme tout le monde, j'ai décidé de faire une start-up. Il y a une petite dizaine d'années, j'ai créé, parmi les premières start-up en France, un modèle vraiment nouveau pour inventer des sociétés sans mettre 1 euro de ma poche à l'intérieur. Mais voilà, je dois vous avouer un truc, être créatif ou devenir créateur ou devenir entrepreneur, ce n'est pas forcément quelque chose de très simple. J'ai beaucoup douté dans les années 90 quand mes parents ont connu une crise financière, que tout le monde connaît en France et dans le monde entier. Cette crise financière s'est transformée en crise familiale, puis divorce. Et ce moment, pour moi, c'est le moment où tout mon équilibre est parti en vrille. C'est le moment où je me suis mis à douter. Alors que j'avais grandi dans un équilibre parfait de création, où tout était possible, où j'avais le droit de toucher à n'importe quoi et de l'appréhender de la façon que je le souhaitais. À partir de ce jour-là, je me suis mis à douter. Je me suis dit, jamais je serai créatif, jamais je serai entrepreneur. J'ai associé cette crise et ce divorce, ce trouble affectif, à l'entrepreneuriat et à la créativité. Voilà, ça a été très dur cette période-là. J'avais 12-13 ans, peut-être 14. Ça m'a suivi pendant pas mal de temps. Et puis un jour, cette intuition au fond de moi a pris le dessus. J'ai transformé cette peur, cette colère, en énergie positive. Et je me suis dit, Julien, suis tes intuitions. Tu as besoin d'un enseignement plus libre, tu as besoin de quelque chose de créatif. Alors j'ai décidé de faire les Beaux-Arts, ici à Orléans, et c'est pour ça que je suis ici devant vous aujourd'hui, parce que j'ai décidé de poursuivre ce message, de revenir à Orléans pour pouvoir vous parler de mon histoire. Cette histoire, c'est « suis tes intuitions, crois en toi ». Ces colères, je les ai transformées en énergie positive. Et ces colères, aujourd'hui, je vais faire un petit parallèle avec vous. Je pense qu'on en a tous. On en rencontre pour différents sujets. Moi, mes colères, vous allez voir, elles sont assez dérisoires. Mes colères, c'est les colères qu'on peut rencontrer au travail, peut-être en voiture pour venir ici tout à l'heure, ou dans les transports, ou à la maison. Ces petits moments de rien où vous vous rendez compte que ça aurait pu être plus simple, que les choses auraient pu être mieux faites. Je vais vous partager 2 exemples. Vous voyez cette prise, vous la connaissez. Vous savez, c'est la prise qu'on branche 3 fois. On la branche dans un sens, ça ne marche pas, normal.
On la rebranche dans un deuxième sens, ça ne marche pas, pas normal. On la rebranche dans le troisième sens, et en finale, oui, il n'y a bien que deux sens, hein, et ça ne marche toujours pas. Bon, si, ça marche. Bon, la prise USB, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe en termes de design. C'est une catastrophe en termes d'échec. Moi, personnellement, j'ai 5 prises à brancher par jour. Téléphone portable, tablette, appareil photo numérique. Et même la lampe de mon vélo, elle se recharge en USB. Je multiplie ça par le nombre de personnes qui ont des prises USB, le nombre de prises USB que chaque personne a sur Terre, ça fait quoi? 10 milliards d'échecs? 20 milliards d'échecs? En fait, j'ai à peu près compté, et ça ferait 50 milliards d'échecs d'ergonomie par jour dans le monde. Deuxième exemple. Bah ouais. Voilà, moi quand je fais un babysitting avec ma belle-mère et que je l'invite à la maison, en fait, elle angoisse, elle me dit mon gendre, est-ce que vous pouvez allumer la télé avant que je parte, avant que vous partiez Bon, voilà. Ouais, évidemment, je pense que ça vous fait rigoler parce que, en fait, allez, comptons les boutons sur la télécommande. 10, 20, 30, 40. Et comme pour la prise USB, en fait, il y a 50 boutons sur la télécommande. Voilà. Combien il faut de doigts pour se servir de cette télécommande? Alors, je critique, hein, mais bon, je n'ai pas fait de télécommande dans ma vie, je n'ai jamais inventé de prise non plus pour brancher de l'informatique. Donc je vais plutôt vous poser la question de comment on fait pour changer les choses. Ça, c'est positif. Comment on fait pour transformer ces colères, transformer ces craintes, ces peurs en énergie positive? Moi, ma façon de transformer tout ça en énergie positive, c'est de garder un petit peu de temps dans ma vie pour enseigner et pour transmettre ce que j'ai appris pendant 40 ans. J'ai un petit théorème qui est tout simple. Le cœur, c'est la confiance. Le nuage, c'est rêver. La main, c'est faire les choses. Et le signe égal barré, c'est la différence. Si je le mets en mots, ça donne « je suis légitime à rêver, de tenter de réinventer nos sociétés ». La confiance en soi, c'est vraiment le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Je vais prendre un exemple. En tant qu'enseignant, j'enseigne en master à Paris en école de design. J'enseigne aussi à HEC, à des futurs CEO de start-up, justement. Et à chaque fois, le message que je transmets, c'est bien d'avoir confiance en soi. Sans confiance en soi, on ne peut pas réinventer nos sociétés. Cet exemple. J'ai proposé à mes étudiants en design de réinventer leur système d'exploitation. Qui mieux que des étudiants qui passent 12 heures par jour, vous rendez-vous compte, 12 heures par jour sur un ordinateur portable 13 pouces, pour juger la qualité de ce qu'il y a à l'intérieur de leur ordinateur? Eh bien, quand je propose à des étudiants de repenser et de réinventer l'intérieur de leur ordinateur, c'est-à-dire l'interface graphique, comme l'interface graphique de votre téléphone, eh bien, ce sont les premiers à avoir des freins. Les premiers qui sont conditionnés et qui ne veulent pas penser différemment. On entend des « mais non, les systèmes qu'on a, c'est les meilleures sociétés du monde, impossible de faire différemment. Ce qu'on a, c'est ce qu'il y a de plus abouti. » On entend aussi « ouais, moi, mon beau-frère, il est informaticien et il dit qu'en fait, on ne peut pas changer les choses, c'est comme ça, c'est pas autrement. » Je les laisse s'exprimer. Je les fais travailler en petits groupes avec des post-it. Et je leur dis, bon, écoutez, on ne va pas réinventer les choses. Simplement, dites-moi ce que vous n'aimez pas dans votre ordinateur. Et là, il y a des choses qui sortent naturellement. J'espère comme vous. Ouais, moi, j'en ai marre d'enregistrer. Moi, j'en ai marre de chercher mes fichiers. Moi, j'en ai marre de classer mes fichiers. Et puis, il y a des utopies qui apparaissent. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir caresser mon ordinateur et interagir avec lui, un peu comme un flipper. Le taper quand je ne suis pas content, ou lui faire une caresse quand je suis bien content. Pourquoi pas? Regardez, dans les nouveaux ordinateurs, aujourd'hui, on a des zones tactiles pour pouvoir interagir. Mais ce qui m'a plus touché et ce que j'ai trouvé extraordinaire et que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est que j'ai un groupe d'étudiants qui m'ont inventé une intelligence artificielle qui grandit avec eux tout au long de leur vie et qui les accompagne pour pouvoir se nourrir de tout ce qu'ils allaient faire et ainsi ne jamais perdre, ne jamais avoir à reconstruire de façon laborieuse des fichiers, des réglages, des préférences. Étonnant, non? Est-ce que vous connaissez cet homme? Non? Oui? C'est ça. C'est Jonathan Ive. C'est le célèbre et discret designer d'Apple. Lui et Steve Jobs avaient mis un contrat en place
assez intéressant qu'on appelle aujourd'hui gagnant-gagnant. Steve Jobs n'avait pas les moyens de pouvoir payer Jonathan Ive à la hauteur de ses brevets qu'il développait à tour de bras pendant 20 ans. Pendant 20 ans, Jonathan Ive a révolutionné l'informatique grâce à Steve Jobs. Alors il lui a donné des actions. Contre ses brevets, il l'a intéressé en lui donnant des actions d'Apple. Aujourd'hui, Apple est la première société cotée en bourse au monde devant l'industrie pétrolière. Et depuis la mort de Steve Jobs, Jonathan Ive est la personne physique sur Terre qui a le plus d'actions Apple. C'est un designer. Ce n'est pas un directeur financier. Ce n'est pas un directeur commercial. Cette personne a une fortune personnelle qui a été estimée par des grands médias à plus de 100 millions de dollars. Pensez différemment, think different. Ça vous rappelle rien? Penser différemment, c'est rentable. Rêver, tenter, réinventer, c'est rentable. Alors, non, les filières artistiques ne sont pas des voies de garage. Et aujourd'hui, je suis là pour vous transmettre ce message. Si je devais me reconnecter au petit garçon que j'étais en sixième, à l'âge de 10 ans, en dixième, c'est pas mal, en dixième, j'aurais envie que la société me dise une seule chose. Aie confiance en toi. Réinvente. Tente. Ose faire les choses. Tu peux le faire. Et si je devais aujourd'hui me connecter à vous et essayer de vous faire passer un message, ce serait à tous ces petits-enfants qui étaient assis sur le banc avec moi, et à vos enfants, à vous et à vos enfants ou vos futurs enfants pour ceux qui sont plus jeunes. Ayez confiance en eux. C'est la seule façon de changer nos sociétés. Ce ne sera pas avec tous les designers ergonomes, les meilleurs stylistes, avec ceux qui savent penser ou ceux qui sont éthiques. Ça ne changera rien. La seule façon de changer nos sociétés, c'est de s'autoriser à rêver. Et pour s'autoriser à rêver, il faut avoir confiance en nous. Merci.